à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Observez bien cette image. Certainement, vous vous souvenez bien de ce paysage géologique qu'on a étudié l'année précédente. Il s'agit de roches sédimentaires organisées dans ce paysage sous forme de couches superposées les unes sur les autres, qu'on a appelé strates, chose qu'on a bien détaillée l'année précédente lors de l'étude des phénomènes géologiques externes qui aboutissent à la formation des roches sédimentaires très variées. Maintenant, observez cette image. Vous pouvez arrêter la vidéo, faire une pause. Notez vos observations, faites la comparaison avec la suite de la vidéo, et ceci pour tester vos compétences et surtout celles de l'observation. Vous observez ici des couches sédimentaires. Remarque la disposition de ces roches sous forme de strates. Mais certainement, vous avez observé à ce niveau un changement de ces roches, bien une modification. On voit ici que ce bloc rocheux a été fracturé. On voit nettement ici la fracture. On remarque aussi que ces roches se sont décalées. On voit bien que ces deux parties d'une même couche, qui était à l'origine une couche horizontale, on voit ici un décalage. C'est-à-dire que cette partie, ou bien cette moitié de cette couche a été déplacée vers le bas. Donc, ce paysage géologique a subi une modification, ou bien un changement. On a ici un autre paysage géologique. Faites une pause et observez. On voit ici que les roches sédimentaires ont subi une modification, mais d'une autre façon qui est différente de la précédente. On voit ici, ou bien on observe que ces roches sédimentaires ont perdu leur aspect horizontal. Elles sont modifiées, et elles sont déformées. Elles ne sont plus horizontales. Elles ont suivi un plissement. Elles se sont pliées. Au début, à l'origine, elles étaient horizontales, mais maintenant elles sont inclinées et pliées. Donc elles ont subi un plissement, et on peut conclure de ces deux images que les roches peuvent être fracturées et d'autres peuvent être pliées. Alors faites une pause et donnez la conclusion. À l'origine, les couches sédimentaires se déposent horizontalement. Mais certaines couches peuvent perdre cette caractéristique et subir une modification de forme ou bien un changement de forme. C'est-à-dire ces roches sont déformées. C'est ce qu'on appelle les déformations tectoniques, c'est-à-dire un changement de l'état initial ou bien de la forme initiale de ces roches. Donc notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'étude des déformations tectoniques. Donc certainement vous avez des questions. Alors posez-les. Donc les objectifs à atteindre à la fin de cette leçon et qui sont formulés sous forme de questions sont les suivants. Première question, quels sont les types de déformations tectoniques? Deuxième question, quelle est la relation entre ces déformations et la tectonique des plaques? Donc à la fin de cette leçon, vous devez répondre à ces deux questions.
par la première question. C'est-à-dire, on va déterminer les types de déformation tectonique. Lors des observations précédentes, on a distingué deux types. Premier type est représenté dans cette image. On voit ici un plissement de couches sédimentaires. Donc ces déformations sont appelées des plis. Et ce sont des déformations tectoniques ductiles, c'est-à-dire souples. Les couches sédimentaires sont continues. Ils ne sont pas séparés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fraction de couches sédimentaires. Le pli est une déformation tectonique continue qui résulte de la flexion, c'est-à-dire du plissement des couches qui ont été à l'origine horizontales. En observant cette image, on distingue deux types de plis selon la forme de plissement. Ici, on a un plissement vers le haut, alors que ici, on a un plissement vers le bas. Les couches sont orientées vers le bas. Le plissement des couches est orienté vers le bas, alors qu'ici, le plissement des couches sédimentaires est orienté vers le haut. Donc, le pli peut être anticlinal, c'est-à-dire les couches à convexité vers le haut. Le plissement est vers le haut, de cette façon. Alors, le deuxième type, c'est le synclinal. Les couches à convexité vers le bas, de cette façon. Étudier en détail un pli. Les éléments constituants d'un pli. Observons ce schéma qui représente des plis. On observe ici un pli anticlinal et un pli synclinal. Le plissement vers le haut et le plissement vers le bas. Donc, le premier élément qui constitue un pli, ce qu'on appelle la charnière. On a deux charnières. Charnière du pli anticlinal et la charnière de pli synclinal. C'est quoi une charnière? C'est une ligne ou bien une zone qui relie les points de courbure maximale des couches sédimentaires. On a ici, dans cette zone, on a le point maximal, c'est ici. Donc l'autre point ici, donc on relie les points de flexion maximale, de courbure maximale. Même chose ici. Donc on descend, puis plissement. Le plissement maximal est ici. Donc ce point, et ce point, et ce point, et ce point, lorsqu'on relie ces points, on constitue ce qu'on appelle une charnière. Donc deux charnières. Donc la charnière, c'est la zone de courbure maximale des couches sédimentaires. Et puisqu'on a deux types de plis ici, donc on a deux charnières. Le deuxième élément, les flancs du pli, ce sont les zones latérales du pli, c'est-à-dire les côtés d'un pli. On a ici le premier flanc et le deuxième flanc de l'autre côté. Donc les deux zones latérales qui se situent de part et d'autre de la charnière. La surface axiale. Donc, c'est une surface imaginaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir. On voit seulement une seule partie. Cette surface relie les charnières des couches constituant le pli. Donc on a ici une charnière. L'autre charnière, c'est de ces couches-là. Donc elle est interne, on ne les voit pas. Et une autre charnière ici, qui part de cette couche vers l'intérieur. Et une autre charnière, c'est comme ça. Donc si on rassemble tous ces charnières, par exemple on a ici
1, 2, 3, 4 couches, donc 4 charnières. La première, deuxième, il doit situer en dessous et à l'intérieur de ces couches. Troisième, quatrième, et ainsi de suite. Donc lorsqu'on rassemble toutes ces charnières, on constitue une surface axiale qui est imaginaire. On voit seulement cette charnière horizontale et cet axe vertical. Les autres ne sont pas visibles. Ils sont à l'intérieur des couches sédimentaires. Donc cet axe vertical, ce qu'on appelle l'axe du pli, c'est-à-dire la ligne qui relie les points les plus hauts du pli anticlinal ou bien qui relie les points les plus bas du pli synclinal. Donc on a ici le point le plus haut, le point le plus haut, le point le plus haut, le point le plus haut. Un axe qui relie ces points. Bien ici, le point le plus bas, le point le plus bas, et ainsi de suite. Donc c'est l'axe du pli. Donc ce sont les éléments principaux du pli. On va maintenant procéder à une classification des plis. Les types de plis. Comme vous le savez, pour faire une classification, on utilise des critères. Alors, observez ces deux images qui représentent deux plis différents. Faites une pause, essayez de déduire les critères utilisés dans cette classification. Comme vous l'observez, on peut déduire deux types de critères. On a le premier critère, c'est la position de la surface axiale, ou bien l'axe du pli. On voit ici qu'il est vertical, alors que ici il est oblique. L'autre critère, c'est la position ou bien l'inclinaison des deux flancs. On voit ici que les deux flancs sont symétriques. Alors ici, un est incliné, l'autre, il est à peu près vertical. Donc, on peut déduire deux critères. On classe les plis selon la surface axiale et l'inclinaison de leurs flancs. Donc, le premier pli est un pli droit. La surface axiale, elle est verticale. Et les deux flancs sont de même pendage, de même inclinaison, c'est-à-dire ils sont symétriques. Le deuxième pli est un pli en genou. On voit que la surface axiale il est oblique, un flanc de pli il est incliné et l'autre il est droit. Donc ce pli ressemble à un genou. Donc d'une part il est vertical, l'autre flanc il est incliné et la surface elle est oblique. Le troisième pli et le quatrième pli. Donc le troisième pli est un pli déjeté. On a ici la surface axiale et oblique. Un flanc elle est normal, l'autre elle est inversée. Un pli couché. La surface axiale elle est sub-horizontale. Elle est horizontale. Un flanc elle est normal, l'autre est inversé. Et on voit que les deux flancs sont sub-horizontales, à peu près sont horizontales. Voilà pour le premier type de déformation tectonique. Passons maintenant au deuxième type de déformation tectonique qui affecte les couches sédimentaires. Observez bien cette image. Donc cette déformation est une déformation discontinue. C'est une fracturation de roches. On voit bien ici une fracture tout au long de ce bloc de roche et qui sépare ce bloc de roche en deux parties. C'est pourquoi on a dit que c'est une déformation discontinue. La couche sédimentaire peut être fracturée en deux parties. On constate aussi que ces couches sédimentaires après la fracture ils peuvent se déplacer. On voit ces deux couches blanches.
Avant la fracture, elle forme une seule couche horizontale. Après la fracture, donc on constate le déplacement de cette couche vers le bas. Donc on appelle cette déformation une faille. Et c'est une déformation tectonique cassante car elle provoque la fracture des roches puis un déplacement de ces roches. Donc la faille est une déformation tectonique discontinue. C'est une cassure qui affecte les couches rigides. C'est pourquoi il y a une cassure, parce que les couches sont rigides. Au contraire, les couches qui subissent un plissement, ce sont des roches souples ou bien ductiles. Et cette cassure ou bien fracture elle est accompagnée d'un déplacement relatif des deux compartiments ainsi créés. Donc, les deux compartiments de part et d'autre de la faille, un des deux compartiments peut déplacer et en généralement il se déplace vers le bas ou bien vers le haut. Alors, quels sont les éléments d'une faille? Observons cette image. Donc le premier élément qui constitue une faille, c'est ce qu'on appelle les compartiments. On a donc deux compartiments. Ce sont les blocs rocheux qui résultent après la fracture ou bien la cassure des couches sédimentaires. On a un compartiment abaissé, placé vers le bas, et on a un compartiment soulevé. Donc ce sont les deux blocs de part et d'autre du plan de la faille. Le plan de la faille, comme vous voyez, c'est une surface. Et c'est une surface de glissement. Avant la fracture ou bien avant la faille, les deux compartiments formaient un seul bloc. Et ces deux couches, par exemple, ou bien ces deux autres couches étaient au même niveau. Donc après la cassure, un compartiment se déplace, par exemple ici, s'est déplacé vers le bas. Et la surface sur laquelle elle se déplace, elle forme ce qu'on appelle un plan de faille. La partie visible de cette surface est appelée miroir de faille. Et une autre partie à ce niveau-là n'est pas visible. Donc, un plan de faille, c'est une surface de glissement vertical ou oblique. Ici, c'est une surface oblique d'un compartiment par rapport à l'autre. L'autre élément, c'est le rejet de faille. C'est l'ampleur de déplacement ou bien la distance de déplacement. Donc, ce compartiment s'est déplacé vers le bas. Donc, il a traversé, il a parcouru une distance. C'est celle-là, c'est le rejet horizontal. Donc c'est la différence de distance entre la moitié de cette couche et cette autre moitié qui a été déplacée vers le bas. Donc voilà les principaux éléments constituant une faille. Maintenant nous allons procéder à la classification des failles. Quels sont les types de failles? Observons ces quatre images qui représentent des failles différentes. Essayons de déterminer les critères utilisés dans cette classification. On peut constater le premier critère, c'est la position du plan de la faille. On a ici l'inclinaison du plan de faille, le plan de faille il est oblique. Ici aussi il est oblique, alors qu'ici le plan de faille il est vertical. Dans notre image, il est aussi vertical. Puisqu'on a deux images qui ont le plan de faille oblique et deux autres images qui ont le plan de faille vertical, donc il y a un autre critère pour se séparer ces deux images. Le deuxième critère, c'est le sens de déplacement des compartiments de la faille. Et pour le plan de faille oblique, on observe toujours le plan de faille situé en haut. C'est ici et l'autre, c'est celui-là. Donc, lorsque
le compartiment d'eau se déplace vers le haut, c'est une faille inverse. Alors, lorsque le compartiment se déplace vers le bas, c'est une faille normale. On voit ici cette couche. Avant la fracture, cette couche était au même niveau que celle-là. Donc, après la faille, la couche qui était là, elle s'est déplacée vers le bas. Donc, c'est une faille normale. Normalement, le déplacement, il est vers le bas. Donc, c'est une faille normale. Mais lorsque le déplacement de cette couche qui était là, elle s'est déplacée vers le haut. Donc, c'est pas normal. On sait que le déplacement, il s'effectue vers le bas. Donc, c'est une faille inverse. Alors que celle-là, c'est une faille verticale. D'abord, le plan de faille, il est vertical. Et le déplacement aussi, il est vertical. De haut en bas. Alors qu'ici, le plan de faille, il est vertical. Mais le déplacement, il est horizontal. Vers le sud, vers le nord. Donc, il est horizontal. Donc, c'est ce qu'on appelle ici un décrochement. C'est pas une faille verticale, mais c'est une faille de décrochement. C'est-à-dire un déplacement horizontal. Donc, on classe les failles selon l'inclinaison de plan de faille et le déplacement des compartiments. Récapitulons. Donc, on a ici 4 types de failles. Donc, on a le premier type, le plan de faille il est vertical et le déplacement il est vertical. Donc, la faille est verticale. Le deuxième type, on a le plan de faille il est oblique. Et le compartiment situé au-dessus du plan de faille se déplace vers le bas. Et on voit que les deux compartiments s'écartent, s'éloignent. Donc c'est une faille normale. Lorsque le plan de faille est toujours oblique, mais le compartiment situé au-dessus du plan de faille se déplace vers le haut, et les deux compartiments donc se rapprochent, c'est une faille inverse. Alors, lorsque le plan de faille est vertical, mais le déplacement il est horizontal, donc c'est un décrochement ou bien une faille décrochante. Et ici, pour le déplacement peut être vers la droite comme ici, donc l'observateur est situé ici. Il observe ce bloc, ce compartiment, et ce compartiment, il se déplace sur sa main droite. Donc, c'est un décrochement dextre. Et lorsque ce compartiment se déplace vers la gauche, on l'appelle décrochement sinistre. Donc, les 4 types de failles. Maintenant, quelle est la relation entre les déformations et la tectonique des plaques? Commençons par la répartition des déformations tectoniques à la surface de notre globe terrestre. Analysons cette carte qui évidemment représente la répartition des plaques au niveau de la surface terrestre. Donc on a ici la plaque Pacifique, Nazca, Amérique du Sud, Afrique, Eurasie, etc. On sait déjà que entre ces plaques, c'est-à-dire les limites des plaques, il y a des dorsales médio-océaniques qui sont des limites ou bien des frontières de divergence des plaques. Il y a les zones de collision, les chaînes de montagne, ce sont des limites de convergence. Il y a les fosses océaniques qui sont des limites ou bien des frontières des plaques convergentes. Au niveau des dorsales, puisqu'il y a écartement, donc on va retrouver ici des failles normales. Parce qu'on a vu dans la faille normale, les deux compartiments s'écartent. Au niveau des zones de subduction et au niveau des zones de collision, c'est-à-dire au niveau des zones de convergence, on retrouve des failles inverses et des plis. Puisqu'on a vu dans les failles inverses, les compartiments de la faille se rapprochent. Donc, les plis et les failles inverses se distribuent au niveau des zones de convergence des plaques.
alors que les failles normales et de décrochement se répartissent au niveau des zones de divergence des plaques. On constate donc qu'il y a une relation entre ces déformations tectoniques et la tectonique des plaques, puisque les déformations tectoniques se répartissent au niveau des limites de plaques. Alors, quelle est l'interprétation de cette distribution? Analysons ce schéma. Donc, les roches sédimentaires, comme on l'a dit, et s'organisent sous forme de couches horizontales superposées les unes sur les autres. Ils peuvent subir un plissement, devenir et former des plis. Ils peuvent être cassés et donner des failles, soit une faille inverse, c'est-à-dire le compartiment au-dessus se déplace vers le haut et les deux compartiments se rapprochent, ou bien le compartiment au-dessus se déplace vers le bas et les deux compartiments s'éloignent. Donc, la principale cause de ces déformations et ce changement de roche, donc ce sont l'action des forces compressives et distensives. Et ces forces, comme on a déjà vu ça, elles sont créées par la montée des courants de convection de l'atmosphère vers la croûte, soit océanique, soit continentale. Donc ces courants de convection, lorsqu'ils remontent, ils se refroidissent et créent des forces compressives au niveau des zones de convergence, c'est-à-dire au niveau des fosses océaniques, et créent des forces distensives au niveau des dorsales médio-océaniques qui participent dans le phénomène de l'expansion océanique. Donc, il y a une relation très étroite entre la tectonique des plaques et la déformation des roches sédimentaires au niveau des zones de subduction ou bien au niveau des dorsales médio-océaniques. Donc, pour conclure, les déformations tectoniques résultent de l'action des forces de compression ou de distension créées par la montée des courants de convection au niveau des zones de divergence ou bien des zones de convergence. Et ces forces sont à l'origine de la tectonique des plaques. Donc la divergence, c'est-à-dire l'écartement des plaques, provoque la distension de la croûte océanique et ainsi va donner naissance à des failles normales et de décrochement, c'est-à-dire les deux blocs vont s'écarter et qu'on trouve au niveau des dorsales et qui vont donner naissance à des volcans ici, donc l'expansion des fonds océaniques et en même temps des séismes créés par ces failles. Et là, alors que la convergence, c'est-à-dire le rapprochement des plaques, provoque la compression de la croûte et ainsi la formation des plis. Et on sait que ces plis sont à l'origine de la formation des chaînes de montagne au niveau des zones de convergence des plaques. Il va donner aussi des failles inverses qu'on trouve dans les zones de subduction. Donc, vous constatez qu'il y a une relation entre tous les phénomènes qu'on a étudiés dès le début de cette unité. Puisque ces failles, par exemple, inverses ou bien normales, donnent naissance à des séismes au niveau de ces zones. Et pour en finir, voici un diagramme qui résume le mécanisme de ces déformations tectoniques. On a déjà dit que les forces de compression et de distension au niveau des frontières des plaques sont à l'origine de ces déformations tectoniques. Au niveau des fosses océaniques, les zones de compression vont agir sur des roches ductiles pour donner des plis et vont agir aussi sur des roches rigides pour donner des failles inverses qui sont à l'origine de la tectonique des plaques, exactement la convergence des plaques.
Alors qu'au niveau des dorsales médio-océaniques, des forces distensives vont agir sur les roches pour donner des failles normales qui participeront dans le phénomène de l'expansion océanique qui mène à la divergence des plaques. Merci pour votre attention.